Voilà, alors l'enregistrement est lancé. Donc bonjour, bienvenue à tout le monde. Là, je vois que les personnes continuent à arriver. Alors, il nous fait très plaisir pour ce troisième séminaire qui est organisé par le chantier Pouvoir Soins Santé, chantier dans le cadre du RECEF. Donc, il nous fait très plaisir d'accueillir Jennifer Philogène et Maxime Baudouin aujourd'hui voilà, pour nous parler des enjeux de discrimination systémique dans le système de santé et de services sociaux. Alors, dans un premier temps, on va écouter Maxime Baudouin, qui est coordonnateur au secteur action sociopolitique de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Il va nous présenter une enquête qui a été menée au sein de cet organisme syndical afin de connaître la perception des membres de la PTS sur le phénomène du racisme. Environ 2000 personnes, racisées ou non racisées, ont répondu à un sondage pour donner leur point de vue sur l'enjeu du racisme, du point de vue des travailleurs et travailleuses rattachés donc à la PTS. Alors voilà, ça va être la première présentation aujourd'hui. Et dans un second temps, c'est Jennifer Philogène, qui est directrice de la section québécoise de l'Alliance des infirmières et infirmiers noirs du Canada, qui prendra la parole. Elle apportera son analyse sur les enjeux de racisme et de discrimination systémique vécus par les infirmières et infirmiers noirs à partir de son parcours et aussi de son application au sein de l'OBNL qui se mobilise en vue d'améliorer la situation de ces infirmiers et infirmières noirs. Et ce qu'on pensait, c'était à la fin de chaque présentation ou pendant les présentations, laisser un petit temps pour des questions de clarification. N'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole pour poser des questions de clarification, mais laisser la discussion des deux présentations à la fin, dans le troisième temps de la rencontre. Alors, voilà ce qu'on avait, que nous avons programmé pour aujourd'hui. Maxime, est-ce que tu serais prêt à partager ton écran Absolument. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous faire subir un PowerPoint. Je vous dirais, c'est autant pour moi là, pour suivre mes éléments que l'information que vous allez avoir à l'écran. Puis, sur ce, je vais me lancer. Donc, en premier lieu, la PTS. Donc, on est un syndicat. Le nom complet, c'est l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Donc, pour vous donner un portrait général, c'est la catégorie 4 en santé. Donc, on représente plus de 100 types d'emplois. On parle des psychologues, des travailleurs sociaux, ergo, physio, tech de labo, éducateurs en centre jeunesse. Nommer quelqu'un qui n'est pas un médecin, une infirmière, un PAB en hôpital, un professionnel, un technicien, ce sont nos membres. Donc, 65 000 membres à la grandeur du Québec. Et on a, dans les dernières années, mis en place un comité de diversité culturelle parce que, bien évidemment, l'ensemble des discriminations, du harcèlement, ce sont des enjeux importants dans le milieu du travail et les discriminations liées au racisme systémique, on veut travailler là-dessus, ça fait partie de nos valeurs. Et ce comité-là, dans ses premières actions, qu'on a mis en place, c'est donc de faire un sondage pour connaître la réalité de nos membres sur ce sujet. Ce que je vous présente ici, ça a déjà été présenté à notre comité et en conseil général à tous nos membres. Puis je vous dirais, on a eu un très bon retour, on était très heureux. Le seul élément, puis on va le voir plus tard, vous allez m'entendre au niveau des termes qui ont été utilisés. Donc, on a utilisé minorité visible et je vous dirais même à l'intérieur de notre comité diversité, il y avait des débats sur l'utilisation du terme. On sait que il y a plusieurs termes pour définir le racisme, différentes situations très, très hétérogènes. Fait qu'on continue de travailler à améliorer nos procédures et nos termes par rapport à ça. Donc, je vais passer assez vite.
Bon, voilà. Je vais passer assez vite là, sur les premières diapositives. Là, comme on présentait, je reprends la même présentation qui a été faite directement à nos membres. Donc, on est revenu sur les principes de base du racisme et du racisme systémique, des définitions. On a insisté, lorsqu'on a présenté à nos membres, sur le fait que bien que ce soit des définitions de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, donc des définitions solides, on ne devait pas utiliser ces définitions-là pour limiter notre perception des différentes situations et indiquer limitativement pour dire ben, ça, c'est pas du racisme ou ça, c'est pas du racisme systémique. C'est juste pour nous aider à comprendre les réalités. Donc, le sondage en tant que tel, donc c'est un sondage qui a été fait au courant de l'année 2020-2021. Comme ça a été dit, on a un peu plus de 2000 personnes qui ont répondu. Là-dessus, il y en a malheureusement environ donc 250 qui n'ont pas répondu à assez de questions du questionnaire. Donc, leur réponse n'était pas complète et significative. Donc, on a 1700 personnes dont les réponses ont été analysées. Et à l'intérieur de ça, donc il y a 23 des participants et participantes qui s'identifiaient comme faisant partie d'une minorité visible. Ce qui est quand même intéressant, ce qui, si on regarde les statistiques, on croit représente un peu plus là, en proportion au niveau de nos membres. On a trouvé ça bien représentatif à tous les niveaux académiques et de tous les groupes d'âge et de toutes les régions du Québec. Donc, on représente vraiment des gens dans l'ensemble du Québec. Ça nous donne un bon portrait général. La seule problématique au niveau des données, je vous dirais, c'est au niveau des personnes s'identifiant comme autochtones. Malheureusement, on n'avait pas un échantillon assez important pour sortir des conclusions. Puis, quand je vous parlais de la limite de l'étiquette ou du mot minorité visible qu'on a utilisé, bien, entre autres, là, on a vu que les gens qui s'identifiaient comme autochtones s'identifiaient ou ne s'identifiaient pas comme minorité visible là, à 50-50. Donc, comme je vous disais, là, on a retravaillé sur ces éléments-là. Au niveau des résultats, bien, je vous dirais la réponse la plus importante, la première qu'on voulait voir, on voulait vérifier au niveau de nos membres si le principe du racisme systémique, le fait qu'il existait dans le réseau de la santé et des services sociaux était connu et reconnu. Donc, on a des résultats assez significatifs à 80 des répondants qui considèrent que oui. C'est en opposition complète avec le gouvernement qui en nie même le concept. C'est sûr qu'il reste du travail, puis on ne peut pas tout de suite dire, ben voilà, nos membres reconnaissent le racisme systémique. On parle des gens qui ont pris le temps d'aller remplir un sondage qui leur a été distribué là, de plusieurs façons, là, mais il y a des limites. Les facteurs qui ont influencé la réponse là-dessus, c'est le genre. Les femmes avaient deux fois plus de chances de reconnaître le racisme systémique. On n'a pas d'hypothèse solide, mais est-ce qu'on pourrait voir que comme elles sont possiblement aussi victimes de sexisme, il y a des choses qui se recoupent et donc la perception est plus grande. Évidemment, les gens qui s'identifiaient à une minorité visible voyaient plus le racisme systémique dans le réseau, le reconnaissaient plus, 2,5 fois plus. Et on peut dire peut-être que c'est encourageant. Au niveau de l'âge, les plus jeunes le reconnaissaient plus aussi. Donc, dans l'évolution, on peut penser que ça va aller, si on travaille là-dessus, en augmentant pour reconnaître cette problématique-là, pour pouvoir agir. Lorsqu'on va dans le plus direct, donc quand on demande aux gens si le racisme est un problème dans leur milieu de travail directement, là, par contre, on a un certain revirement. Donc, la plupart de nos membres indiquent qu'il n'y a pas de racisme ou le racisme, ce n'est pas un problème dans leur milieu de travail immédiat. C'est sûr que lorsqu'on reprend le détail de ça, les gens s'identifiant en tant que minorité visible répondent oui en majorité. 4,44 fois plus de chances de répondre oui. Donc, on peut croire là, que les gens qui répondent non, il y a beaucoup de gens ne s'identifiant pas comme minorité visible, qui ne voient pas le racisme qui est pourtant présent.
c'est pas un gros saut de réflexion de le faire. Encore une fois, l'âge est un facteur qui influence. Donc, les plus jeunes ont 50, donc 18-34 ans, ont 50 % plus de chances de percevoir du racisme dans leur milieu. Et l'autre facteur qui influence, c'est la région de provenance des répondants. Donc, les gens hors de la région de Montréal ont 45 % moins de chances de dire qu'il y a du racisme dans leur milieu de travail. Dans les questions subséquentes du sondage, on voit quelques pistes de réflexion là-dessus. Donc, on a demandé aux gens de justifier ou en fait d'expliquer pourquoi, selon eux, donc ceux qui répondaient qu'il n'y avait pas de racisme que le racisme n'était pas un problème dans leur milieu de travail. Donc, la majorité indiquait que c'est parce que les gens étaient respectueux. Il n'y a pas de problème parce que les gens sont respectueux, ce qui est une bonne chose si effectivement les gens le sont, mais on pensait que ça pouvait assez facilement être un point aveugle, justement, des gens qui indiquaient que ce n'était pas un problème, des gens ne s'identifiant pas comme une minorité visible parce qu'ils ne le voyaient pas. L'autre choix de réponse qui était donné, qui a été quand même qui nous est revenu assez souvent, donc qui était qu'il y avait peu ou pas de personnes racisées dans leur milieu de travail. Là, c'est sûr que ça amène à la question, donc Montréal et des régions du Québec, c'est un des facteurs qui explique qu'à l'extérieur de Montréal, il y a eu plus de réponses comme quoi le racisme n'était pas un problème. En même temps, il faut faire attention. C'est l'arbre qui tombe dans la forêt, là, même si on ne le sait pas, même si on ne le voit pas, ça peut arriver quand même. Et dans un milieu où il n'y a personne qui s'identifie, personne de minorité visible, ben, c'est le jour où quelqu'un va intégrer cette équipe-là, ou même le fait qu'il n'y ait personne de minorité visible peut être une façon, peut être lié au racisme systémique là, au niveau de l'embauche, ou peu importe. Donc, c'était des éléments qui nous faisaient réfléchir. Il y a d'autres réponses les gens pouvaient rajouter des réponses, tout ça. Donc, à l'inverse, des gens qui disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de gens racisés, il y a des gens qui nous disaient, ben non, nous, c'est très multiculturel, la conscientisation est là, ce l'est. Sinon, des gens qui nous disaient, ben moi, j'en ai pas vu, mais je sais que ça existe, des choses comme ça. Et une réponse qui, pour moi, était je veux dire, un peu naïve, là, ben non, il n'y a pas de racisme parce qu'on a un code de déontologie. Et le code de déontologie nous l'interdit. Donc, il n'y en a pas. Je pense qu'il y a un peu plus à faire, mais bon, c'est déjà un début. Par la suite, pour les gens qui indiquaient comme quoi il y aurait un problème de racisme dans leur milieu de travail, on leur a demandé d'indiquer, dans le fond, comment se vit ce problème-là. Et très fortement. Là, donc, c'est dans les commentaires que cela passe. Et par la suite, ben, l'inaction et de la discrimination au niveau des tâches différenciées. En général, avec les commentaires là, qui n'étaient pas quantifiés, là, mais que les gens pouvaient ajouter, ça passe vraiment, ce qu'on nous indique, c'est que c'est beaucoup subtil dans l'attitude, dans les comportements. Alors, il y a des choses plus confrontantes, là, comme le refus par des patients d'être servis par des gens de minorité visible, des stéréotypes, des blagues, évidemment, qui n'en sont pas, là, mais on comprend des gens qui essaient de passer des choses par l'humour. Une des réponses aussi qui est intéressante, c'est au niveau des outils de travail. Comme je disais, on a des éducateurs, travailleurs sociaux qui travaillent en enfance. Donc, les jouets, les outils de travail pédagogiques ou de jeu avec les enfants, souvent, il y avait un manque de représentation au niveau de ces outils-là. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas dans nos choix, mais qui nous sont amenées, qui ont été très, très intéressantes à avoir comme information. Par la suite, donc, si les gens avaient été témoins ou victimes, qui en étaient les victimes? Et donc, majoritairement, on peut voir que c'est des collègues, donc les gens voyaient leurs collègues être victimes. Ça passe aussi donc, par les personnes usagères, par eux-mêmes, qu'on pourrait rentrer dans collègues, donc dans nos membres. Les cadres semblent moins affectés. Encore là, je me permets une hypothèse. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de personnes de minorité visible au niveau des cadres ou c'est parce que leur position de pouvoir fait qu'ils sont moins victimes? Ça pourrait être à débloquer. Sinon, dans les choix que les gens pourraient ajouter, bien évidemment, la famille, les patients, la communauté en général, les autres personnels du CIUS. Donc,
ça touchait quand même assez large. On a demandé aussi là, de donner des exemples concrets de choses qui avaient été témoins, qui avaient été victimes. Puis, je vous dirais, il y a beaucoup trop d'exemples pour faire une liste, là, mais des commentaires sur l'apparence physique, un manque de confiance, isolement, menaces, comme je vous disais, là, des blagues inacceptables, utilisation du mot en haine. On ne posait pas la question directement, mais ça venait beaucoup des usagers, mais aussi de collègues et de gestionnaires, parce qu'on identifiait la victime, mais les gens nous disaient spontanément aussi que ça venait principalement des usagers, mais ça pouvait venir aussi de collègues. Ensuite, c'est une information qui est un peu assez triste, on va le dire, là, au niveau de la dénonciation. Nous, c'est sûr qu'on peut agir lorsqu'il y a une dénonciation, là, concrètement. La majorité des gens ne dénoncent pas. Principalement, c'est par peur des représailles et par sentiment d'impuissance, sentiment que la plainte ne changera rien, ne donnera rien. Donc, on conçoit qu'on doit faire beaucoup de sensibilisation et améliorer nos processus de plainte parce qu'on est conscient que cette perception-là est peut-être exagérée, mais elle ne part pas de rien. Il y a effectivement, malheureusement, des délais, des problématiques dans ce type de plainte-là qu'on doit améliorer. La réponse de l'employeur est problématique aussi. Souvent, l'employeur va avoir tendance à minimiser. Donc, ça n'aide pas. Donc, je vous dirais, c'est une des statistiques qu'on a identifiées qu'il faut vraiment changer. Il faut travailler sur la dénonciation. Ensuite, au niveau de l'employeur, comme je disais, donc est-ce que l'employeur fait un travail adéquat pour assurer un milieu de travail exempt de racisme? Bien, ça s'est partagé. On a quand même une faible majorité qui indique que non, mais je vous dirais que cette statistique-là, il faudrait la creuser plus parce que, bien évidemment, les gens qui ont répondu à ça et qui ont indiqué qu'il n'y avait pas de problème de racisme dans leur milieu de travail, bien, ils vont nous répondre que, ben oui, l'employeur en fait assez. Par exemple, on n'a pas divisé les données pour séparer au niveau des personnes s'identifiant comme minorité visible, qui probablement nous auraient donné des chiffres beaucoup plus significatifs, là, je présume, mais indiquant que l'employeur ne fait pas un travail adéquat là, quand on regarde les autres questions. Au niveau des prochaines diapos, dans le fond, on est allé spécifier les moyens que l'employeur devrait mettre en place. Parce que c'est sûr qu'en tant que syndicat, on a plusieurs actions qu'on peut prendre, plusieurs choses, mais notre action principale, c'est de travailler sur la responsabilité de l'employeur à fournir un milieu de travail sain et sécuritaire. Donc, l'employeur doit prendre des moyens pour ça. Je vais passer assez rapidement. Donc, formation sur le racisme et la diversité culturelle, c'est revenu assez souvent que c'était quelque chose qui était à faire, un peu à améliorer. Donc, on est conscient qu'il y en a donc sûrement un peu qui a été donné, mais c'est un qui était très, très fort là, comme moyen que l'employeur devrait mettre en place. Rencontre d'équipe pour discuter des enjeux du racisme aussi, là, presque aussi fort, là, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je vous dirais, les rencontres d'équipe en général, là, souvent, ça peut manquer là, dans le réseau de la santé qui est débordé, nos membres qui souffrent là, de manque de présence de leur gestionnaire puis de travail d'équipe avec leurs coéquipiers. Donc, spécifiquement pour les enjeux du racisme et de la diversité culturelle, ça s'applique aussi. Médiation interculturelle en cas de difficulté dans une équipe entre collègues ou personnes usagères. C'est un peu plus bas que les deux autres, mais je vous dirais, je pense que c'est mon hypothèse, mais je pense que c'est le principe de médiation interculturelle qui n'est peut-être pas aussi connu comme action spécifique. Donc, sinon, je vous dirais, ça retient quand même un bon taux d'adhésion. Recrutement de personnes racisées dans le réseau, ben, je vous dirais c'est celui qui a le moins d'appui, mais qui a le plus à améliorer. Vraiment, tu vois, là, qu'est-ce qui t'échappe? Oui, Donc, c'est ça. Donc, au niveau du recrutement, on
on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de personnes de minorité visible qui travaillent dans le réseau, mais est-ce que le recrutement spécifique pour que ces populations-là représentent une proportion nécessaire soit là, est-ce que c'est vraiment fait? Il faut voir. Je vous dirais que c'est aussi celui où, en tant que syndicat, on a peut-être le moins de moyens de pression pour ça. Ensuite, campagne d'éducation, sensibilisation, un peu comme les formations, là, c'est assez bien, il y a un bon taux d'adhésion. On a aussi, là, je fais vite, là, il me reste juste quelques slides. On a aussi posé la question par rapport à la formation pour intervenir auprès des gens issus de la diversité culturelle, ethnique, raciale et autres. Donc, on ne touche pas directement au racisme vécu par nos membres, mais à leur sentiment d'être capable d'interagir dans ce type de milieu. Et encore là, on a une bonne majorité qui indique qu'ils n'ont pas qu'il y a un manque de formation pour intervenir dans ces situations-là. Donc, autant sur les situations perçues que sur ce qu'eux peuvent avoir comme comportement ou comme intervention. Il y a une reconnaissance là, qu'il y a du travail à faire. Par la suite, je vais passer très vite, là, mais on a posé des questions au sein de notre organisation. Est-ce que les gens se sentaient représentés? Est-ce qu'il y avait des problématiques? Donc, on a du travail à faire pour que les gens connaissent leurs représentants. C'est ça qui nous a été ramené parce que les gens ne pouvaient pas vraiment se prononcer sur la diversité au sein de la PTS. Donc, travail de visibilité. Et donc, pour conclure, on avait beaucoup de questions ouvertes, de possibilités de donner des suggestions quant à ce que la PTS pouvait faire quant au racisme dans leur milieu de travail. Donc, certaines personnes nous disaient bah, c'est un devoir de l'employeur, c'est pas à vous de faire ça. Disons qu'on s'arrêtera là. Sensibilisation, affiches, communication de rappel, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Fournir les outils, donc des gens même qui savoir quel formulaire de plainte ou des procédures, c'est des choses qu'on pouvait travailler. Formation qui revenait dans les suggestions. Le recrutement. Le recrutement au sein de la santé et des services sociaux, mais au sein de la PTS aussi. Ça nous a été souligné. Puis effectivement, il y a un travail à faire au sein de notre organisation au niveau du recrutement. On ne peut pas juste blâmer le réseau de la santé. Former des personnes spécifiquement pour intervenir dans les situations de racisme, donc à l'interne, d'avoir des gens formés qui peuvent intervenir, aller vers les gens pour créer le lien, pour briser la peur de porter plainte et avoir une plus grande protection pour ceux qui portent plainte. Comme on disait, le manque de dénonciation, c'est un point principal. Analyser notre convention, qui est notre outil principal avec un regard interculturel, et créer un comité spécifique. Mais ça, on était très heureux que ça ressorte dans les suggestions, parce que c'est effectivement une des actions qu'on venait de faire pour mettre ça de l'avant. Donc, c'était d'appoint. Définitivement, c'était ce qu'on faisait. Donc, en conclusion, on est très heureux de voir que nos membres perçoivent le racisme systémique dans le réseau, le reconnaissent. Comme je vous disais, on parle d'une statistique de gens qui ont volontairement rempli un questionnaire sur le racisme. Je pense qu'on peut indiquer que quand même c'est le cas, donc que nos membres le perçoivent et qu'on peut continuer de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de travail à faire en appui à la dénonciation et aux plaintes, qu'on a beaucoup de pain sur la planche, là, autant au niveau du comité qu'au niveau de la PTS en tant que tel. Donc, c'était ça. J'espère que j'étais dans mes temps, que tout était beau. Je voudrais juste faire quelques petits remerciements à Elisabeth sur ses côtés, que je remplace pendant son congé de maternité. C'est elle qui a débuté le projet, le questionnaire, tout ça. Donc, je vous présente un très beau travail qui a été fait, mais ce n'est pas du tout à fait moi. Aussi, Cindy Dubois, étudiante au doctorat en statistique, qui a fait l'analyse statistique vraiment solide des résultats qui me permettent d'avoir l'air tout à fait professionnel en vous présentant ça, alors que je n'aurais pas fait ces statistiques-là par moi-même. Et je finirai en disant que ça fait partie de nos positions au niveau de nos statuts, mais on veut le faire vivre. La PTS ne tolère pas de racisme, de discrimination, d'harcèlement envers ses membres, mais non plus de la part de ses membres. Donc, on veut vraiment travailler dans les deux sens sur cet enjeu-là
pour des milieux de travail, mais des milieux de soins qui soient sains pour tous. C'est cela. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation très claire, puis évidemment très pertinente. Je ne sais pas s'il y a des questions de clarification qui souhaiteraient être posées dès à présent. Oui, alors il y a Sadjo. Merci beaucoup pour votre présentation et puis merci encore à vous d'organiser ce genre de conférence parce que j'ai déjà participé à la précédente qui était aussi bien. Et j'avais une question qui était surtout liée au code déontologique parce que j'ai fait une analyse aussi des codes déontologiques des infirmières de l'Ontario et du Québec. Et j'avais retrouvé seulement qu'il y avait la signification, enfin le terme sans distinction de race. Mais j'ai essayé de montrer comment est-ce qu'on pouvait produire des codes déontologiques antiracistes plutôt. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant de préciser seulement sans distinction de race ou il faudrait aller plus en profondeur pour produire un document qui est vraiment antiraciste et puis qui prône vraiment une pratique du soin beaucoup plus, beaucoup plus efficace là. Merci. Peut-être aussi que Jennifer Philogène aura un point de vue là-dessus, là, mais Maxime. Oui, je ne sais pas si Maxime veut répondre en premier. Très, très rapidement, effectivement, je pense que juste un mot dans un code déontologique, puis je le disais un peu dans la présentation, là, les gens qui... Je veux être très respectueux envers notre membre qui a répondu ça, là, mais les gens qui ont une pensée magique que parce que c'est dans le code de déontologie, bien, automatiquement, c'est actif. Je pense que c'est très limitant là, comme position. Donc, non, puis il y a plusieurs ordres qui travaillent sur des formations spécifiques, entre autres, qui ont reconnu le principe de Joyce, qui vont de l'avant là-dessus, et donc qui reconnaissent le racisme systémique, qui veulent aller plus loin que tout simplement une ligne dans un code déontologique. Là, je pense que c'est tout à fait nécessaire. J'aimerais ajouter qu'il faut regarder en tête qu'il y a deux problématiques. La première se pose en étant que l'ordre des infirmières protège les patients et non pas leurs membres. Donc, c'est déjà une problématique. Donc, dans le milieu du travail, il pourrait ne pas avoir de problématique envers les patients, ce qui n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Mais les membres, malheureusement, ne sont pas protégés, ne sont pas à l'abri de tous les préjudices qui peuvent se poser. Effectivement, il y a l'OIQ, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui a reconnu le principe de Joyce. D'ailleurs, l'Alliance des infirmiers et infirmières noires du Canada, on a eu une rencontre avec eux pour justement essayer de propulser certaines problématiques que nous avons remarquées dans le système de santé, bien entendu, beaucoup plus avec la perspective du patient parce que c'est la défense du patient, mais en même temps, en ayant une meilleure perspective de ce qui se passe auprès des patients, ça permet aux gens d'être un peu plus éclairés et d'être un peu plus conscients de ce qu'ils disent aussi à leurs collègues. Donc, je crois que ça peut permettre d'avoir justement un deux poids, deux mesures dans ces situations-ci. Et idéalement aussi avec ce qui se passe en Ontario, l'Ordre des infirmières aussi de l'Ontario est en train de créer un comité justement pour essayer de combattre le racisme systémique qui se retrouve. Il y a plusieurs principes sur lesquels ils vont travailler, sur lesquels ils aimeraient améliorer les situations. Leur amélioration et les points qu'ils veulent améliorer sont un peu plus axés aussi sur autant le membre que le patient par rapport à l'OIQ, mais je crois que c'est déjà une avancée et quelque chose qui pourrait améliorer la situation dans le futur. Merci beaucoup pour votre réponse qui est vraiment intéressante parce que justement, moi, je ne m'intéresse pas forcément au racisme que vont subir les soignants des patients parce que je ne vais pas dire que c'est quelque chose qu'on sait déjà, mais moi, je m'intéresse vraiment à l'environnement de travail et à comment le racisme vécu entre collègues peut aussi avoir un impact beaucoup plus fort que quand c'est un patient parce que le racisme est souvent pathologisé. Donc, on va dire, bon, il est malade, c'est pas grave, etc. Mais l'environnement de travail en lui-même
qu'est-ce que ça peut créer à long terme, surtout sur les personnes qui le vivent, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour les apports. C'était une présentation vraiment très intéressante. Et Stéphanie H, qui veut aussi intervenir. Je voulais, c'est une question très précise sur le sondage. On discutera, je pense, plus largement des questions plus globales ensuite. Mais ici, donc, dans le cadre du chantier, on cherche à comprendre comment les différents modes, différents rapports d'oppression, on va dire, façonnent non seulement des expériences de discrimination, mais le travail de santé lui-même. Donc, l'organisation du travail, la hiérarchie, etc. Et vous avez un chiffre intéressant, si j'ai bien fait le calcul, des personnes qui ont répondu parmi celles qui voyaient le racisme, que la question de la différenciation des tâches était une des manifestations quand même du racisme. Mais c'est moi qui ai fait erreur, mais vous n'avez pas évoqué qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, la différenciation des tâches. Est-ce que c'est juste la hiérarchie entre les professions, par exemple? Ou est-ce qu'il y a vraiment dans chaque profession des modalités de différenciation? Je me demandais, c'est vraiment à ce stade une question de curiosité, savoir si vous avez ces données-là, en fait, ou pas dans le recueil, dans cette enquête. On pourra en discuter plus en détail parce que c'est évidemment, en termes de réflexion sur l'organisation du travail, particulièrement intéressant. Donc, voilà. Très, très rapidement, en fait, au niveau du questionnaire, c'était vraiment indiqué comme ça, là, tâches différenciées. C'était un élément qui était indiqué. J'ai l'impression, puis c'est vraiment une impression, parce que c'est pas moi qui ai rédigé au départ le questionnaire, mais qu'on parlait vraiment des tâches à l'intérieur d'une équipe de professionnels, possiblement au niveau des postes de coordination, des choses comme ça, mais même au sein d'une même équipe, je pense que c'est ce qui était identifié là, si je me fie aux réponses ajoutées là, individuelles par la suite, la façon que les gens disaient, ça passe beaucoup dans l'informel, donc dans telle personne va prendre les notes de la rencontre, puis nous, on va travailler. Ou vraiment dans ce type d'éléments-là ou dans la division des dossiers, par exemple. Je ne pense pas qu'on a... En tout cas, dans les autres commentaires, il n'y a pas beaucoup eu de questions d'empêchement d'avancement aussi ou ça. C'était vraiment plus dans le day-to-day. D'accord. Alors, sachant qu'il reste aussi un temps de discussion là à la fin des deux présentations, on va donner la parole à Jennifer Philogène pour la deuxième présentation. Si tu es prête, Jennifer, nous t'écoutons. Oui, merci. Donc, je vais simplement rapidement me présenter. Donc, je suis infirmière clinicienne. Je travaille principalement dans les soins intensifs. C'est ma spécialité. Et j'ai quitté le chevet des patients, donc travailler dans le système public particulièrement, il y a déjà 1 an. Donc, il y avait plusieurs problématiques dans le système de santé, comme on entend souvent ces derniers temps à la télévision, dans les nouvelles, et certaines problématiques, selon moi, étaient inacceptables. C'était mon moyen de pression en quittant le système public. Donc, je suis directrice de la section québécoise de l'AINC, donc l'Alliance des infirmiers et infirmières noirs du Canada, aussi connue sous CBNA, Canadian Black Nurses Alliance. Qui est né en juillet 2020, suite à ce qui s'est passé aux États-Unis avec la situation de Floyd. Il y a la fondatrice qui a décidé de partir justement son action. Ça faisait plusieurs années qu'elle désirait tout simplement faire un mouvement justement pour soutenir les infirmières et infirmiers noirs partout au pays. Donc, c'était son point déclencheur et en juillet, elle a décidé de partir l'Alliance. Et moi, j'ai commencé à faire partie de l'Alliance il y a presque 1 an. Donc, je représente vraiment la partie québécoise au Canada. Et donc, notre but est vraiment d'offrir un soutien, mais vraiment à plusieurs niveaux. Donc, on ne veut pas tout simplement que ce soit simplement des travailleurs actifs, mais ça peut être aussi des gens qui sont retraités, des gens qui ont quitté le système, qui travaillent de façon connexe. Ça peut être aussi des personnes qui étudient.
parce qu'il n'y a pas beaucoup de soutien, malheureusement, dans les écoles. Donc, et on a remarqué que à plusieurs niveaux dans la carrière, il y a une forme de racisme qui est reconnue. Donc, si je peux commencer avec l'école, plusieurs de nos membres, et puis moi-même aussi que j'ai observé durant mon parcours, mais plusieurs des membres ont reconnu avoir eu des problématiques avec des enseignants, des professeurs qui avaient des préjugés. Et si je peux me permettre de donner certains exemples, mais c'est vraiment, par exemple, moi, lorsque j'ai commencé, c'est sûr, j'étais quand même très jeune, je suis sortie du secondaire, j'ai commencé ma technique en soins infirmiers et à la fin de mon premier stage, on m'a passé un commentaire que je n'ai pas tout de suite compris, mais c'est plutôt avec les années que j'ai compris ce que ça signifiait. On m'a dit que mais je n'aurais jamais cru que tu aurais pu être une de mes meilleures élèves dans mon groupe. Parce que les gens comme toi, en plus à ton âge, c'est vraiment rare que ce soit des gens matures. Donc, au début, je n'ai pas trop compris. Moi, ma mère travaille dans le domaine de la santé, donc elle m'avait avisé depuis longtemps. Elle m'a dit, essaie de baisser ta tête, ne t'obstine pas, fais ce que tu as à faire. Si le professeur te dit A, même si tu n'es pas d'accord, fais A. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé dans mon parcours. Donc, j'ai été très discrète durant tout mon parcours, particulièrement dans mes cours de soins. J'étais pas mal dans mon coin. J'essayais pas non plus de m'obstiner ou d'essayer de contredire la personne qui m'enseignait. Et c'est par la suite que j'ai compris ce qui se passait en rentrant dans le système de santé, que j'ai compris plusieurs choses et en voyant aussi ce que mes collègues et mes amis ont vécu durant leur parcours. Donc, certains commentaires étaient beaucoup plus directs en lien avec leur couleur de peau, que ce soit, par exemple, comparer certains éléments qu'on retrouve dans le système de santé par rapport à la couleur de peau, le fait qu'on n'est pas capable de voir les veines pour pouvoir faire des ponctions veineuses. Donc, il y a un certain travail qui devrait être fait au lieu de plutôt mettre l'emphase sur la couleur de la peau, mais plutôt apprendre comment piquer. Parce que lorsqu'on apprend à piquer, on sait très bien que dans les livres, ce n'est pas inscrit qu'il faut voir la veine, mais plutôt la sentir. Donc ça, c'est une grosse problématique qui se produit lorsqu'on arrive dans le système de santé. Donc, ça crée un préjugé non seulement envers les collègues, mais aussi envers les patients. Et veux pas, étant infirmière, je suis celle qui représente le patient. Donc, il y a plusieurs enjeux que même si notre alliance ne veut pas nécessairement, veut seulement focuser sur les infirmières, mais il y a aussi des enjeux envers les patients pour nous qui sont primordiaux. Parce que nous représentons les patients, parce que les infirmières sont au chevet des patients 24 heures sur 24. Tout ça pour dire qu'en arrivant justement au niveau du milieu de l'éducation, on a réalisé que c'était une grande problématique et l'Alliance offre présentement des comités qui sont présents dans plusieurs universités. Puis je vais parler des universités juste au Québec pour la situation, pour l'événement présent. Mais présentement, on se retrouve à l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, McGill et éventuellement à l'Université Laval. Donc, on commence par les universités tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans les universités pour avoir des comités. Éventuellement, on aimerait, bien entendu, se retrouver au niveau des cégeps, mais ce sera notre prochaine étape par la suite. Par la suite, on a aussi rencontré différentes personnes qui ont de l'impact au niveau du système de santé, par exemple, l'Ordre des infirmières, donc le IQ, parce que c'est une entité qui est très importante dans la société, qui est très respectée. Et notre but serait éventuellement, en collaboration avec le IQ, serait de créer des formations, justement, comme qui a été mentionné dans la présentation, une formation qui serait adaptée. Parce que c'est un peu difficile d'avoir une formation qui est faite par une personne qui n'a pas vécu ce genre de situation-ci. Donc, il est important d'avoir des gens qui connaissent ce que c'est le racisme et le racisme systémique et d'être capable de l'enseigner aux autres. Donc, ça, c'est une autre entité qu'on aimerait développer, donc créer de la formation. Bien entendu,
étant donné que c'est un ordre professionnel, ce serait en plus envers les patients, mais nous-mêmes, nous aimerions aussi créer des formations au niveau des écoles aussi. Donc, il y a dernièrement une activité qui a été faite en Colombie-Britannique à l'Université de Victoria dans le programme de bac en sciences infirmières. Et il y a un chercheur qui a décidé d'appliquer tout simplement un questionnaire à plusieurs étudiants en sciences infirmières pour savoir s'ils reconnaissaient qu'il y avait une problématique de racisme systémique. Et à plusieurs étapes durant cet atelier, la première étape étant de poser la question si le racisme systémique était présent. Et la deuxième étape était de démontrer ce qu'était le racisme et quel genre de racisme pouvait être vécu. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a parfois du racisme qui est un peu plus silencieux, donc des micro-agressions. Donc, Maxime a mentionné que certaines personnes ont dit qu'il n'y a pas de racisme parce que le milieu de travail est respectueux. Malheureusement, une phrase peut sonner respectueuse sans l'être. Donc, certaines personnes n'auront pas réalisé que la phrase a un sous-entendu. Donc, tout comme moi quand j'étais au cégep lors de mon premier stage. Donc, c'est à ce moment-là que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe avec les microagressions. Et les microagressions passent par tous les standards de beauté, donc les cheveux, la peau, ça passe aussi par les coutumes, la nourriture. Donc, il y a parfois dans les milieux de travail, on se fait poser beaucoup de questions et souvent, on va se faire dire, mais j'essaie juste de comprendre, mais c'est un peu difficile de se faire toujours demander et questionner constamment par rapport à nos coutumes, nos cheveux, notre peau, parce que ce n'est pas quelque chose qui est représenté dans la société, ce qui est difficile à comprendre par d'autres personnes qui ne connaissent pas la communauté. Donc, l'idéal, ce serait justement d'avoir une représentation de ces microagressions, puis par la suite de faire justement une activité qui permet d'essayer de reconnaître ces microagressions à travers des activités. Puis, on a parlé à ce chercheur-ci qui nous a mentionné que les étudiants ont réalisé qu'effectivement, ils ne savaient pas qu'il y avait du racisme systémique et quel genre de microagression pouvait être retrouvé dans la vie de tous les jours, que ce soit envers le patient ou envers ses collègues. Ensuite, la grosse situation qui se retrouve, c'est le manque de représentation. Et on passe du patient jusqu'à toutes les entités dans l'hôpital allant vers le cadre. Donc, si on commence, par exemple, envers les patients, donc, dernièrement, justement, c'était la fin de semaine dernière, je travaillais et puis on a découvert, selon une étude qui est sortie en février 2022, qu'il y a une difficulté à capter certains éléments lorsqu'on prend le taux de saturation au bout du doigt avec le capteur et que le capteur a de la difficulté à traverser la peau de couleur. Donc, plus la personne est foncée, plus le capteur peut avoir de la difficulté à faire la lecture du taux de saturation dans le sang. Donc, ça, ce sont des choses le capteur existe depuis des années et malheureusement, c'est seulement aujourd'hui, puis c'est suite à la pandémie qu'il y a eu une réalisation qu'il y a un problème de capteur envers les communautés de couleur. Donc, ça, c'est une chose, c'est vraiment, lors des études, il y a un problème de représentation. On va souvent avoir une personne blanche mesurant 75 kilos, 1,75 m, mais malheureusement, la communauté, la société, pardon, est beaucoup plus diversifiée que ça. Donc, ce serait important d'impliquer les gens de couleur dans les études parce que, justement, ce genre de situations-là peuvent mener à la mort d'un patient. Ensuite, si on parle aussi au niveau des hôpitaux, c'est sûr que moi, je viens de la région de Montréal. Je ne pense pas qu'il y ait un grave problème, en fait, au niveau du recrutement. J'ai toujours travaillé principalement dans des hôpitaux multiethniques dans la région de Montréal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problématique en termes de micro-agressions. Donc, si on regarde, parfois, ça peut être certains supérieurs qui peuvent être un peu plus agressifs sur certaines réglementations du département de soins. Donc, appliquer beaucoup plus sévèrement envers les gens de couleur versus
les gens qui ne le sont pas. Donc, ça crée un environnement qui est très hostile et ce qui ramène les gens racisés un peu plus ensemble, en groupe, et souvent, ce qui est peu apprécié dans les milieux de travail parce que ces gens-là s'isolent en groupe ensemble et donnent la perception de ne pas vouloir s'intégrer à l'équipe de soins. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais plutôt que certaines actions ont été posées et ont amené un certain comportement par la suite. Et les gens ne se sentent pas nécessairement en sécurité ou à l'aise de dénoncer la situation. Certaines personnes ont essayé de dénoncer et se sont fait suspendre. Donc, ce n'est pas des choses assez agréables à vivre. Donc, en général, les gens évitent de dénoncer pour cette raison très spécifique. Donc, il faudrait vraiment effectivement avoir un système qui permet aux gens d'être capables de dénoncer, puis que ça soit vraiment anonyme, parce que sinon, on se retrouve dans des situations où les gens finissent par quitter leur emploi, puis essayer de trouver un emploi ailleurs. Puis après ça, c'est d'essayer de justifier pourquoi on a quitté l'emploi, parce qu'on ne veut pas mentionner la situation qui s'est produite avec l'employeur dans l'emploi précédent. Puis, en ce qui concerne les cadres, j'ai fait partie d'un panel ça fait déjà un an et demi. Et puis, on avait discuté justement parce qu'il y avait une cadre qui était justement noire dans le panel qui a mentionné qu'elle s'est sentie un peu oppressée lorsqu'elle a eu le poste de cadre parce qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas être elle-même. Donc, puis c'est là que j'ai réalisé qu'effectivement, on fait tous un peu ça. Donc, on essaie de rentrer dans une boîte différente. Donc, à la maison ou avec nos amis, les proches, on va agir d'une certaine façon, on va être beaucoup plus nous, avoir nos coutumes, notre façon de parler. Mais une fois qu'on arrive au travail, bien, il faut essayer de rentrer dans le standard québécois typique, rigide, qui empêche les gens d'essayer de mixer les deux. Donc, si je vous donne mon exemple, moi, oui, je suis d'origine haïtienne, mais je suis née au Québec. Et il y a la difficulté par les autres lorsque j'essaie d'intégrer les deux cultures. Et le fait que ma culture haïtienne est quand même assez présente dans ma vie de tous les jours. Certaines personnes ont de la difficulté à comprendre, mais pourquoi on va agir d'une certaine façon ou parler d'une certaine façon. Donc, un des commentaires fréquents que j'entends, c'est « Ah, mais ton accent est différent, tu n'as pas d'accent. » Oui, mais je suis née au Québec. Ou sinon, de l'autre côté, ça va être « Ah, mais tu n'as pas d'accent québécois. » Donc, je me retrouve vraiment dans une dualité, puis veux pas, même si c'est pas du racisme pur et dur, mais ce sont des micro-agressions constantes qui nécessitent que je me justifie à chaque fois par rapport à ma façon de parler, ma façon de m'habiller, la façon que je fais mes cheveux. Donc, ça devient vraiment épuisant au bout du compte. Et le système de santé est déjà un domaine assez difficile dans lequel on voit des choses et qu'on vit beaucoup de choses. Donc, avoir en plus ça par-dessus le tout, je crois que ça crée une augmentation de stress par rapport au milieu de travail. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui désirent devenir cadres, mais qui se laissent décourager. Donc, plusieurs personnes vont se faire dire, c'est ce qu'on a entendu lors de notre école de données, mais plusieurs personnes vont se faire dire que ben, malheureusement, je ne pense pas que tu serais la personne appropriée. Il y a aussi la culture d'essayer, en termes de cadre, d'essayer de ramener seulement ses amis lors de l'obtention, lors de l'offre de nouveaux postes. Et souvent, c'est fait de manière très subtile. Le poste va être offert à tout le monde parce qu'on s'entend qu'il y a quand même des possibilités de se plaindre si jamais les choses n'ont pas été faites selon les balises. Donc, le poste est affiché. Plusieurs personnes vont faire le processus d'embauche. Quelqu'un qui pourrait être moins qualifié, qu'on sait très bien qu'il n'a pas les compétences, va se retrouver avec le poste, mais tout simplement parce qu'elle était l'amie d'une cadre ou d'un chef qui a beaucoup plus d'importance et de poids dans la décision
de l'obtention du poste. Donc, ça, ce sont des choses qu'on remarque très souvent. Il y a des gens qui ont eu très peu d'expérience, qui se sont retrouvés avec des postes assez importants dans le système de santé, et tout simplement parce qu'ils étaient amis avec d'autres gestionnaires. Et c'est quelque chose qu'on remarque très fréquemment. Et c'est rarement justement des personnes de couleur qui se retrouvent dans ces situations-ci, puisque les cadres, il y a très peu de cadres de personnes de couleur. Donc, on se retrouve dans un cercle vicieux qui empêche les gens de couleur d'essayer d'obtenir ces postes-ci. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça crée un manque de représentation. Donc, les employés vont avoir de la difficulté à se sentir en sécurité dans leur milieu de travail. Donc, lorsque vient le temps de discuter d'une problématique, ils vont souvent éviter la situation, même si l'employeur ou la supérieure va venir approcher l'équipe pour offrir une porte ouverte et offrir des solutions. En général, les gens ne vont pas offrir de solutions par peur de représailles. Donc, tout ça pour dire que donc, on aimerait vraiment que la INC puisse offrir des ressources pour ces gens-là, parce que c'est une ressource qui est externe au travail, c'est une ressource qui permet de créer un environnement qui est beaucoup plus sécuritaire. C'est sûr que l'on travaille sur plusieurs niveaux, donc tout ce qui est un peu plus juridique, politique, etc. Donc, c'est ça notre but, c'est ce qu'on aimerait développer afin de mieux soutenir nos membres. Mais parce que qui arrivera dans les prochaines années, mais d'action qui sera faite par la part du gouvernement, ni même de la part de l'employeur. Donc, ce serait vraiment, le but, ce serait vraiment nous-mêmes de faire cette action-ci pour permettre justement un environnement plus sécuritaire et beaucoup plus adéquat pour que tout le monde se sente accepté et soutenu. Puis, particulièrement parce que c'est un domaine où on se retrouve avec une dualité. Donc, majoritairement des femmes et en plus des femmes noires. Donc, et malheureusement, même si au Québec, on se retrouve avec un réseau riche en personnes noires, donc on a 37% qui sont des femmes noires dans le réseau, mais malheureusement, c'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement des actions qui ont été posées afin de soutenir ces femmes dans ce réseau-ci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, là encore très claire et très pertinente. Alors, place à la discussion. Moi, j'aurais une question. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette excellente présentation. Je suis curieuse de savoir le nombre de personnes, parce que vous nous avez donné un peu l'historique, mais c'est une association très récente. Je suis très intéressée toujours par les organisations qui viennent comme ça de la base. Et je me demande comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est des subventions? Est-ce que vous avez des cotisations des membres? Et quels sont les rapports que vous aimeriez avoir? Parce que vous en avez parlé avec l'OIQ, bien sûr, mais aussi avec les associations d'infirmières canadiennes. Est-ce que vous voulez avoir un rapport d'égal à égal? C'est difficile, hein, bien sûr, étant minoritaire, mais quel type de rapport vous envisagez? Comme c'est une association très récente, évidemment, vous devez en parler et voir c'est quoi vos options, y compris avec la PTS d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, présentement, étant donné que l'association est assez nouvelle et qu'on ne veut pas imposer un prix à nos membres, pour le moment, c'est gratuit. C'est sûr que ça ne sera pas pour toujours. C'est tout simplement pour essayer d'attirer le plus de personnes possible, mais éventuellement, effectivement, ça va être une inscription payante. Normalement, en ce moment, on fonctionne principalement avec des dons et il y a même un parti politique qui nous a fait un don d'argent. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne pour le moment. Éventuellement, oui, effectivement, on aimerait que ça soit d'égal à égal, mais il faut d'abord petit à petit passer par un peu tout le monde, donc que ce soit les représentations politiques, les associations, l'ordre, donc passer par plusieurs niveaux afin de nous faire connaître, bien entendu, mais aussi de faire comprendre la situation, parce que c'est bien beau nous faire connaître, mais on aimerait qu'il y ait des changements qui soient faits et non pas que ce soit juste des discussions qui soient faites.
Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des changements de la part de toutes les personnes qu'on rencontre et d'avoir un soutien de leur part. Donc, vous voyez plus comme une organisation de lobbying au niveau des partis politiques, mais aussi au niveau des organisations professionnelles. Exactement. OK. Si je peux, au niveau de la PTS, on ne s'indique pas d'infirmière, qui serait la catégorie 1 dans le réseau de la santé. Mais Jennifer, s'il y a d'autres organisations, d'autres professionnels du réseau de la santé qui se sont formés aussi, je serais super intéressé de développer des liens. C'est sûr que là, on est tous des infirmières, mais le soutien envers tous les professionnels, c'est notre priorité numéro 1. C'est sûr qu'on parle beaucoup du fait que ce sont des infirmières noires, mais on a des gens, on n'exclut personne, en fait. On a un nom spécifique, mais on est très souple par rapport à nos valises, donc que ce soit d'impliquer d'autres professionnels, d'autres personnes qui veulent s'impliquer. Ça n'a pas besoin d'être des personnes noires. Là, on est ouvert pas mal à un peu tout. Alors, il y a Carole Yerouchevski qui a demandé la parole et après Paul Ed. Oui, bonjour. Merci pour ces présentations très intéressantes. Je suis sociologue, mais pour expliquer un peu le sens de ma question, je suis aussi responsable élu du comité Immigration et Relations interculturelles au Conseil central Montréal métropolitain de la CSN. Et on mène aussi là des actions pour connaître la situation parmi les membres, les syndicats affiliés, leurs membres, sur les questions de racisme systémique. Je vais pas, c'est pas pour donner des résultats, c'est parce que moi je constate, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi ce que vous savez à quoi je fais allusion, catégorie 2 et catégorie 3, dans la santé, services sociaux, les employés, les préposés aux bénéficiaires. Et on retrouve les mêmes enjeux, en fait, à ce niveau-là, si vous voulez, qui se doublent aussi de rapports de classe, c'est-à-dire qu'on assiste aussi au fait que quand il y a des qualifications supérieures, on profite de la situation et on en profite d'autant plus quand il s'agit d'une personne racisée qu'on a en face de nous. J'emploie le terme personne racisée plutôt que minorité visible parce qu'on a eu aussi ces débats-là et qu'on a choisi d'adopter ce terme qui est le plus répandu aujourd'hui pour désigner le processus du racisme, en fait, que c'est le racisme qui crée, entre guillemets, la race, puisque les races n'existent pas. Donc, on fait référence à ça quand on parle de personnes racisées. Ma question, elle était plutôt aussi sur les rapprochements qu'il peut y avoir entre les catégories professionnelles au sein de la santé, qui me semble être un enjeu important. Et puis, je soulignerai en outre que ce qu'on constate au niveau de la santé, là, ce que je viens de très rapidement brosser, c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres milieux de travail, entre des gens qualifiés et non qualifiés, l'attitude des employeurs, la question des usagers, clients, etc. Donc, d'où l'importance, le caractère, entre guillemets, exemplaire, à bon escient ou peut-être pas justement selon ce qui est fait, de ce qui peut se passer dans la santé et les services sociaux, dans la manière de s'atteler à cette question. Donc, vous voyez, c'est une question sur, en fait, si je résumais pour vous, j'ai essayé de brosser, c'est est-ce que vous en discutez, vous, au niveau des professionnels et des infirmiers, et infirmières plutôt d'ailleurs, parce que c'est majoritairement des femmes. Comment vous voyez ça? C'est un peu mes questions à l'heure actuelle sur cela, qui demanderaient peut-être à dépasser les cloisonnements syndicaux de ce point de vue-là, mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas l'objet ici, etc. Mais je vais vous laisser faire. Voilà. Oui, vas-y, Maxime. Non, vas-y, commence. Si je peux me lancer, en fait, moi, je vais rentrer là-dedans. Oui, il y a du travail intersyndical à faire, définitivement. Entre autres, là, j'étais allé au Conseil central, là, il y a eu la présentation
d'une conférence, justement, puis en intersyndicale, j'étais venu voir qu'est-ce qu'on pouvait apprendre. Du point de vue je dirais, de notre sondage, de la recherche, c'est sûr qu'il y a des éléments qui sont spécifiques aux différentes catégories d'emploi. Par exemple, puis c'était un peu reflété dans ce que vous disiez, au niveau de la PTS, encore là, je suis très, très général parce que je n'ai pas été capable de trouver les statistiques exactes, mais on est probablement là où il y a le moins de personnes racisées représentées. Alors qu'on sait qu'il y a certains types d'emplois, catégories d'emploi, préposés aux bénéficiaires ou autres, où il y a beaucoup plus de présence de gens, de personnes racisées. Donc, pour nous, le travail de représentation, d'accès aux professions même, parce qu'on parle de la discrimination, de racisme qui peut avoir eu lieu dans le parcours scolaire, dans la société en général, avec le phénomène de classe, tout ça. Il y a du travail ensemble qu'on peut faire, je dirais, de façon plus formelle sur les règles pour pousser l'employeur. Puis après ça, nous, je pense qu'on doit aller plus loin à cause de nos types d'emplois, justement, sur ce qui se passe avant l'arrivée dans le marché du travail. Puis on a des initiatives en ce moment envers les ordres professionnels, justement, pour pousser la reconnaissance. J'ai dit, là, il y a des ordres professionnels qui ont reconnu le racisme systémique, qui veulent aller dans ce sens-là. Il y en a d'autres que non. Fait qu'on va aller les sensibiliser, je vais dire ça comme ça. Fait que oui pour l'intersyndicale, mais il y a aussi des enjeux spécifiques qu'on doit travailler. Juste une question de complément, parce que l'un de vous a évoqué le fait que c'était difficile d'agir sur l'employeur. Or, dans la santé et services sociaux, il y a les programmes d'accès à l'égalité en emploi qui, normalement, doivent permettre d'agir. Est-ce que vous les connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était le complément aussi à ma question, parce qu'on peut en plus toucher tout le monde dans ce cadre-là. Moi, personnellement, je vais mentionner que ce n'est pas quelque chose dont on parle dans le milieu de santé. Donc, les gens ne sont pas au courant que ça existe. Et souvent, si on vient pour faire une plainte, la plainte n'aboutit nulle part. Donc, mis à part une rencontre employeur-employé, par exemple, ou collègue-collègue, c'est une rencontre un peu plus comme régler un litige et s'assurer que ça ne se reproduise plus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui aide énormément et c'est ce qui décourage énormément de personnes. Un peu dans le même sens, là, au niveau de l'accès à l'égalité en emploi, tout ça. Au niveau des statistiques, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des statistiques spécifiques par profession, par type d'emploi. C'est difficile de le voir. Là, géographiquement, c'est très bien divisé dans les rapports, mais en tout cas, c'est pas ma force, cette recherche-là, mais on travaille là-dessus. Pour ce qui est des plaintes, je ferai du pouce sur ce que Jennifer disait. Le manque de résultats démotive énormément nos membres, entre autres. Puis, je vous dirais même les commentaires qu'on avait, c'est souvent le supérieur des médias va être très empathique, va le prendre, mais dès qu'on monte un peu, là, puis que ça devient, entre guillemets, plus grave, puis que ça remonte, mais souvent, c'est là que c'est minimisé. Et je pense que ça a été très bien dit, là. Alors, on veut régler le cas, que ça ne se reproduise plus, mais il n'y a pas d'analyse plus profonde ou de réflexion, là, malheureusement, puis on doit travailler là-dessus. Il y a M. Aide et après, il y avait la question de Sonia Djelidi dans le chat et après de Catherine T pour les interventions à venir. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour les deux présentations très intéressantes. J'ai appris beaucoup de choses. Peut-être juste avant de poser ma question, je vais juste rebondir rapidement sur la dernière question de Carole concernant les programmes d'accès à l'égalité. En fait, si je ne me trompe pas, tout ce qui est profession infirmière, toutes les professions de la santé qui sont pour la plupart, qui travaillent dans des hôpitaux,
il se trouve à relever de la loi sur l'accès à l'égalité dans les organismes publics qui doit être mise en œuvre, dont la Commission des droits de la personne doit veiller au respect à la mise en œuvre. Puis ça, c'est pour moi, je me permets de critiquer la Commission parce que j'y ai travaillé pendant 6 ans, puis je trouve qu'ils pourraient faire un meilleur travail pour veiller à ce que les organismes qui y sont soumis, notamment les hôpitaux, atteignent leurs objectifs, puis aussi veiller à appliquer parfois même des sanctions parce que ces objectifs-là ne sont pas atteints de façon chronique et récurrente, on le sait. Donc, puis c'est quand même assez révélateur qu'il y a des gens parfois dans le milieu, comme Mme Philomène, qui disait ben, ça ne fait pas partie, c'est pas dans son radar, mais c'est parce qu'il y a des décideurs en haut qui ne prennent pas la peine de les prendre au sérieux. Et puis, il y a des organismes chiens de garde comme la Commission qui ne font pas assez bien leur travail, disons-le. Donc, selon moi. Puis j'ai l'impression que dans le cas des hôpitaux, comme dans le cas de l'université, qui est soumis à la même loi, moi je suis un professeur à l'université, à l'UQAM, comme Yolande Cohen et d'autres, et il y a une sous-représentation des minorités racisées pour les postes de professeurs. Puis souvent, c'est la même chose dans les hôpitaux, puis dans plein d'autres endroits. Il n'y a pas de problème dans les postes d'entrée. De statut et salaire moins élevés, mais plus tu montes dans la hiérarchie, plus là, les minorités racisées se font rares. Donc, dans les postes de cadre, de gestion, de professeur. Donc, je ferme ma parenthèse qui était très longue. Je vais m'arranger pour poser une question en fait plus courte et de ne pas faire un commentaire. Ma question, c'était concernant pour Madame Philomène. Excusez-moi, en plus c'est écrit dans l'écran, Jennifer Philogène. J'avais une question. Moi, je travaille, j'ai une recherche en cours là, sur les facteurs systémiques qui contribuent à former là, des niches d'emploi d'immigrants, on va dire ségrégés dans certaines niches d'emploi mal payées, à statut précaire, dans la manutention, dans l'agriculture, par exemple, dans le travail d'usine aussi, d'assemblage. Et je sais que la question des agences dans le cas de ma recherche est ressortie beaucoup. Il y a beaucoup de ces immigrants plus récents, racisés pour la plupart, effectivement, qui sont dirigés, aiguillés vers ce type d'emploi dont les natifs blancs, pour la plupart, ne veulent plus parce que c'est des conditions de travail, des salaires qui sont assez rebutants. Et donc, il y a une surconcentration des minorités racisées dans ce type de boulot qui sont aiguillées par les agences. Et je connais mal, le système de santé ne fait pas partie donc, de mon étude, mais je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires. Donc, une question aussi pour M. Maxime Baudouin, qui sont recrutés par des agences. Alors, je me trompe peut-être, puis vous me corrigerez. Là. Je voulais savoir est-ce que c'est une problématique qui vous concerne? Parce que est-ce que les minorités racisées, par exemple, sont sous-représentées parmi les travailleuses d'agences? Et si oui, est-ce qu'il y a un régime de travail de 2 vitesses? Est-ce qu'il y a des enjeux dans le traitement, les conditions de travail, possibilité de promotion, dans l'accès à la stabilité aussi au travail qui se posent entre travailleurs d'agence et ceux qui ne le sont pas, qui ont les salariés permanents syndiqués. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle et est-ce que ça évoque une problématique qui vous interpelle? Oui, bien sûr. Je suis désolée, ma caméra m'a laissé tomber. Mais je vais laisser la pandémie de côté parce que c'est une autre problématique. Mais si je parle avant la pandémie, et j'ai des exemples très concrets parce qu'il y a énormément de travailleurs de la santé dans mon environnement et ce sont des immigrants là, qui sont venus il y a plusieurs années et des personnes racisées. Et il y a une situation dans laquelle on se retrouve où les gens ont souvent travaillé, mais en ayant 2 emplois. Donc, leur priorité est de nourrir leurs enfants, avoir un toit, offrir la meilleure éducation à leurs enfants. C'est leur priorité et non pas d'avoir un poste de cadre. Ça, c'est pour vraiment les gens qui viennent d'arriver, qui sont là depuis peu, bien entendu, qui sont venus ici à un âge qui dépasse 25 ans en général.
Donc, si je vais avec cette perspective-ci, donc, beaucoup d'entre eux vont travailler autant dans le milieu public qu'avec une agence. Donc, ils vont se retrouver à faire souvent presque des 16 heures, 3-4 fois par semaine. Je dis ça parce que ma mère l'a fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Elle a travaillé dans un hôpital en étant une infirmière pour l'agence, mais elle avait un poste syndiqué dans un CHSLD en même temps. Donc, elle finissait son quart de travail le soir à 23h30 et son autre emploi commençait à minuit, l'autre côté du pont. Donc, c'était assez facile pour elle de se rendre de l'autre côté, mais c'est pour vous donner la perspective que les gens se retrouvent dans une situation où je crois qu'il y a une composante psychologique, la peur de se retrouver avec un manque d'argent. Parce qu'en arrivant ici, on arrive, des fois, les études ne sont pas reconnues et on se retrouve avec un salaire assez médiocre et on réalise à quel point ça peut être peut-être même plus difficile d'avoir un certain mode de vie dans un pays développé et industrialisé versus le pays d'où ils viennent. Donc, ça crée une certaine peur d'un manque de biens essentiels. Donc, on parle de toit, nourriture, etc. Donc, ça crée une nécessité d'avoir un emploi qui permet de faire le plus d'argent possible. Donc, avoir accès aux agences qui ont des meilleurs salaires, même s'ils n'ont pas nécessairement des meilleures qualités de travail, mais ça permet d'avoir aussi d'être facile de jouer à travers son horaire. Donc, on est en vacances dans notre emploi permanent, mais on va se retrouver à faire de l'agence en même temps. Donc, on a nos vacances payées, plus on travaille à temps complet pendant nos 2 semaines de vacances avec une agence qui va nous payer 2 fois notre salaire quasiment. Donc, je crois que c'est l'ouverture au fait qu'on peut faire de l'argent. Donc, les gens sont beaucoup plus axés sur le temps supplémentaire et les meilleurs salaires versus accéder à des postes supérieurs. Et ça, c'est vraiment pour les gens qui viennent d'arriver. Oui, j'ajouterais pour les autres professionnels, c'est sûr que les infirmières, le développement d'agence s'est fait beaucoup plus, mais dans les derniers temps, on le voit dans beaucoup d'autres professions du réseau de la santé. Par contre, il y a cette même différence-là où très peu de personnes, je crois, ou de ce que moi j'ai vu, là, puis sous toute réserve, j'ai des collègues qui ont plus travaillé là-dessus. C'est beaucoup de gens qui vont commencer dans le réseau et pour des salaires meilleurs au niveau des agences et plus de flexibilité, vont faire le saut partiellement ou complètement. Par contre, ça amène une grande précarisation. Donc, on perd là, des avantages sociaux, une stabilité, tout ça, mais beaucoup de gens le font après avoir évalué les deux, disons. Au niveau des professionnels, du moins, là, après ça, il y a tout le débat sur la pérennité d'un réseau public avec la multiplication des agences. Je ne rentrerai pas de ce côté-là macro, mais disons, d'un point de vue individuel, ce qu'on voit, c'est des gens qui font le choix par la suite. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait la même analyse qui pourrait être transférée. OK. Merci beaucoup. Alors, on a continué à parler du rôle des syndicats. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose à la question que soulevait Sonia Djelidi dans le chat. Quelle est votre analyse de la réponse des différents syndicats face à vos constats? Je ne sais pas si Maxime ou Jennifer, vous voulez en dire quelque chose de plus. Ben, je suis un peu mal placé, là. Je suis juge et partie, disons. Mais je pense que comme n'importe quelle grande organisation, il y a des délais. Je pense que sur le terrain, on a des gens qui voudraient qu'on travaille beaucoup plus vite pour régler les choses. On est des grosses organisations, on ne veut pas, donc il y a du temps, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. J'espère que ça peut être reconnu, mais on est toujours ouvert à se faire pousser. Est-ce que je comprends, Jennifer, rien à ajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Alors, il y a Catherine T qui a aussi levé la main. Oui, en fait, c'est un ajout et une question.
Mon ajout, c'est par rapport au programme d'intégration au travail. Ce que je voulais dire, c'est que oui, ces programmes-là, ça peut être bien. Par contre, j'ai l'impression que dans le cadre de ces programmes, on oublie souvent le maintien au travail. Donc, c'est bien d'avoir des personnes qui sont embauchées, des personnes de minorité visible ou des personnes en situation de handicap, etc. Mais il faut quand même pouvoir leur donner les conditions pour rester en emploi. Autrement, c'est plutôt de l'instrumentalisation qu'autre chose. Donc, c'est mon commentaire par rapport à ça. Puis, ma question, c'est que, comme on sait, dans le système de santé, c'est en grande majorité des femmes qui sont présentes comme travailleuses. Je me demandais si ça avait été pris en considération l'intersection entre le racisme et le sexisme. Est-ce qu'il y a des recherches par rapport à ça ou bref, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé dans les études et sur le terrain? Merci. C'est sûr que je pense qu'il y a une problématique avec le fait qu'il y a l'acceptation du racisme n'est pas toujours facilement acceptée par tous. Donc, il n'y a pas énormément de recherches là-dessus. C'est sûr que de notre côté, avec l'Alliance, on aimerait faire des statistiques un peu plus poussées éventuellement. Mais il nous faudrait une équipe pour ça spécifiquement parce que par exemple, si je prends pour moi pour le Québec, en tant que directrice, je n'aurais pas vraiment le temps de faire ça au niveau micro. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui serait important à évaluer. Comme j'ai mentionné, on sait qu'il y a 37% qui sont des femmes noires dans le réseau de la santé, qui sont infirmières. On parle de 50% qui sont des Noirs dans le domaine de la santé au Québec. Donc, ça fait énormément beaucoup de monde, même si ce n'est pas ça qu'on représente nulle part, que ce soit dans les émissions de télé, que ce soit dans les affiches, ce n'est pas ça qui est représenté. Mais donc, c'est quelque chose qu'on aimerait, c'est sûr, beaucoup plus pousser. Oui, il y a une partie de sexisme qui est vécue, en plus du racisme par-dessus ça. Il y a aussi la perspective de comment on voit l'infirmière. Ça commence à changer, mais il y a la perspective de la société, comment l'infirmière est perçue. Donc, on perçoit souvent l'infirmière comme étant l'assistante du médecin. Le médecin est le patron de l'infirmière, ce qui n'est pas le cas. Il ne faut pas oublier que le médecin n'est même pas engagé par le système de santé, par le CIUS, tout comme l'infirmière l'est. Moi, si je ne suis pas d'accord avec une décision qu'un médecin fait, je suis désolée, je ne le ferai pas parce que c'est mon permis qui est en jeu, c'est mon nom, c'est ma carrière. Donc, il arrive puis il est important, je crois, de montrer à la société, mais aussi aux gens qui rentrent dans le domaine par peur de parler au médecin ou de réfuter ce que le médecin dit, mais il est important de leur démontrer que, oui, ce sont des hommes qui ont majoritairement une situation de pouvoir, particulièrement dans les hôpitaux. En général, les femmes médecins sont principalement des médecins de famille. Mais c'est important de mettre son pied à terre et d'être capable de dire non parce qu'on a encore la vieille mentalité un peu comme des sœurs qui travaillent et il y a le médecin et il faut tout faire tout ce que le médecin dit et on ne peut pas parler. Donc, souvent, il y a certains médecins qui sont, malheureusement, l'éducation est faite dans certaines écoles d'une façon que le médecin prend de l'ego et à la perspective de les infirmières sont obligées de m'écouter, ce qui crée vraiment un environnement très hostile quand vient le temps d'essayer de dire non au médecin pour une raison X, par raison de sécurité ou peu importe. Donc, souvent, moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai appris d'une façon assez belle lors de mon dernier stage au collégial, c'est que je n'étais pas à l'aise d'administrer un médicament pour un patient qui était semi-conscient et de la morphine particulièrement. Et le médecin m'a dit non, il n'y a aucun problème, ça ne va rien changer. Puis moi, je n'étais pas à l'aise, je suis allée voir mon enseignante. Et l'enseignante, le médecin a entendu l'enseignante en passant, puis elle a dit non, vous allez l'administrer. Puis elle a dit vous irez l'administrer. Et depuis ce temps-là, j'ai réalisé à quel point il faut vraiment démontrer vraiment nos qualifications. On a des études, on a une tête, on a un cerveau, on est capable de juger ce qui se passe dans le milieu de santé. Donc, on a le droit de dire non, effectivement. Oui, de mon côté,
où on a fait un sondage. On n'a pas fait de recensement de littérature avant. Au niveau des recherches là, sur les liens, je ne pourrais pas dire. Par contre, c'est sûr que nous, de notre côté, 86% de nos membres sont des femmes. Moi, je travaille avec mes collègues au secteur de l'action féministe qui est bien développé à la PTS. Puis notre plateforme politique, là, notre travail dans les années récentes et futures là, est vraiment basé sur une analyse intersectionnelle, ADS+, qu'on veut mettre de l'avant. Fait qu'on va dans cette direction-là, mais je ne pourrais pas dire là, au niveau académique qu'est-ce qui a été analysé par rapport à ça. Merci beaucoup. Eh bien, au niveau académique, justement, le chantier que nous sommes en train de mener essaye de se saisir de ces questions-là, voilà, et de développer des projets dans le contexte québécois en particulier. C'est sûr qu'à l'international, il y a eu pas mal de recherches pour les travailleuses du soin, croisées à la question de la racisation, etc. Mais voilà, donc nous, là, on est vraiment en train d'essayer de développer une programmation de recherche autour de ces enjeux-là. Et justement, ça tombe à pic comme question parce que voilà, en tant qu'équipe de recherche qui invite 2 personnes de terrain à développer leur analyse de la situation, moi, ça m'intéresse de vous entendre sur les thématiques de recherche qu'il vous semblerait pertinent de développer dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, c'est ça, je voulais aller vers une conclusion en dégageant ensemble des pistes de recherche, puis aussi des pistes d'action. Donc, vous pouvez répondre à l'un ou l'autre niveau. Donc, quelles thématiques de recherche pourraient être les plus pertinentes à mener, comment, en d'autres termes, la recherche pourrait-elle permettre de mieux comprendre les phénomènes que vous observez. Et l'autre question est à laquelle vous pouvez répondre, c'est quels sont les leviers d'action les plus pertinents, les plus porteurs de ce que vous constatez concernant les problématiques identifiées. Si vous avez 2 ou 3 points particuliers que vous aimeriez souligner là, en termes d'action porteuse, voilà, ça permettrait aussi de conclure sur une note d'espoir pour la suite. Je peux peut-être y aller pour laisser l'autre présentatrice avoir le mot de la fin. Au niveau des pistes de recherche, je ne pourrais pas réellement répondre avec précision. Je reviendrai peut-être sur les 2 points qui ressortaient de notre sondage. Vraiment, le rôle, ça rejoint aussi les moyens d'action, là, mais la dénonciation, la peur de dénoncer, puis le sentiment qu'il n'y aura pas de résultat. Nous, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler pour donner confiance à nos membres, mais aussi qu'il y ait un résultat réel. Parce que c'est 2 choses. Il y a la perception de l'action qui va être faite, puis la façon, l'appui. Je fais un parallèle avec d'autres types de griefs ou de plaintes. Des fois, on n'a pas nécessairement le résultat souhaité, mais l'accompagnement qu'on a donné aux membres pendant une plainte permet de régler des choses ou d'avoir une certaine satisfaction. Je pense qu'il y a donc la façon et l'objectif. Donc, le travail sur tous ces processus de plainte-là ou d'action. Puis, après, c'est la visibilité. Dans le fond, une chose qu'on voyait aussi beaucoup, c'est ça, l'invisibilité du racisme pour certaines personnes non racisées. Donc, de conscientiser, de le voir plus. Moi, je pense que c'est les 2 choses. Si on le voit plus et qu'on est capable de le dénoncer, c'est vraiment les pistes d'action qu'on doit mettre de l'avant. J'aimerais compléter aussi, je crois qu'il faut responsabiliser les gens aussi. Donc, je sais qu'on a mentionné au début de la présentation, par exemple, on évite de dénoncer souvent les soignants parce qu'on se dit, bien, le patient est malade.
mais on se retrouve avec des situations qui deviennent un point inacceptable. Et si je peux vous donner une situation de personnes racisées sur le département où je travaillais, on était à au moins 50% des personnes racisées sur le département, si ce n'est pas plus. Et il y avait une patiente, au départ, qu'on s'est dit qui était confuse. Donc, on s'est dit qu'il n'y avait pas tant de mal que ça. Puis encore une fois, c'est de diminuer l'impact que ça peut avoir sur nous, alors que ça peut avoir des impacts vraiment à long terme sur la précarité du milieu de travail. Mais en outre, la patiente mentionnait que parce qu'il y avait des gens voilés, qu'il y avait des terroristes et il y avait aussi un infirmier noir, puis elle a commencé à lui dire qu'il sentait mauvais puis qu'il était laid. Donc, au début, on s'est dit, elle est confuse, elle n'a pas toute sa tête, c'est correct. Une fois qu'elle a été déplacée des soins intensifs et qu'elle a eu son congé par la suite sur l'unité de médecine, elle a fait une plainte officielle au comité des patients qui a été envoyée par la suite à la chef du département. Et elle a fait une plainte parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de terroristes et de gens sales sur le département. Donc, c'est une situation qui, selon moi, est assez spéciale. Première chose, je ne comprends pas pourquoi le comité a envoyé la lettre à la chef d'unité. Je trouve que c'est tout simplement inacceptable. Et deuxième chose, par la suite, bon, je ne suis pas en train de blâmer nécessairement la chef d'unité, mais qu'est-ce que la chef d'unité peut faire de plus étant donné que la patiente de 1 a eu congé et de 2, le mal est déjà fait. Donc, il n'y a pas vraiment de soutien ni de, je veux dire, je ne dis pas nécessairement de faire des grosses poursuites judiciaires, mais tout simplement avoir vraiment que les gens soient responsables de leurs paroles et de leurs actes. Et je crois que le fait qu'il n'y a pas de responsabilité par rapport à ce genre de situation, on se retrouve avec des personnes qui se permettent d'écrire des lettres, des plaintes pour se plaindre qu'un hôpital a trop de personnes racisées. Donc, il faut vraiment, je crois que oui, c'est vrai que le patient est important, mais je crois qu'il faut aussi être capable d'analyser les situations, comme par exemple la situation de cette dame-ci. Comme j'ai mentionné au début, on s'est dit, elle est confuse, on va ignorer la situation, mais quand on se retrouve justement avec une plainte et que la personne a toutes ses facultés cognitives, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de situation-ci? Parce que ça porte préjudice aux professionnels de la santé par la suite. Ça crée un milieu vraiment qui, les gens ne se sentent pas nécessairement en sécurité. Puis moi, personnellement, j'ai déjà eu un patient qui semblait être gentil, qui finalement a commencé à avoir des paroles très racistes, puis à avoir des gestes qui commençaient à être violents. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de situation? Si on dit tout le temps que la violence, c'est non toléré dans les hôpitaux, mais pourtant, malgré qu'on parle de violence, il y a très peu d'actions déjà là qui sont posées. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec justement la violence, et que ce soit verbale, physique ou psychologique envers les personnes racisées? Donc, il faut vraiment avoir des mesures qui peuvent être faites pour permettre aux gens de se sentir plus en sécurité dans leur milieu de travail. Merci pour vos réponses à tous les deux. Une dernière question. Je vois que Farah El-Kefi voulait adresser une question. Alors, ça va clore le séminaire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. En fait, je me présente. Je suis chargée de projet avec Action Travail des femmes. Et j'interviens peut-être pour répondre à votre question et aussi pour adresser une question de personnes qui ont eu les 2 premières interventions. Fait que ma question, plutôt, c'est de parler d'un projet qu'ATF est en train de mener sur une dimension systémique de la discrimination. On est en train de mener un projet qui est intitulé « Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes ». C'est un projet qui a 2 volets. Maintenant, nous sommes en plein volet recherche. Donc, peut-être ça tient un petit peu ce volet d'aller évaluer les diplômes des immigrantes et des immigrants. C'est sûr que les conséquences touchent hommes et femmes. Il y a ces dynamiques qui touchent les femmes plus qu'autres. Donc, maintenant, nous sommes en plein études et recherches. Peut-être c'est une des pistes de réflexion, d'échanges, que ce soit académiques ou statistiques ou autres, qu'on peut avoir ensemble. Donc, je vous invite à visiter notre mini-site Projet RAC sur le site ATF. Je peux vous envoyer le lien dans le chat.
Aussi, ma deuxième interrogation, c'est plutôt peut-être une espèce de bavardage personnel que je fais avec vous. Et par rapport à une annonce gouvernementale qui a été faite récemment, ça touche particulièrement les infirmières et les infirmiers. Donc, dans l'opération main-d'œuvre, il y a eu un programme qui est adressé aux infirmières. Donc, le fameux recrutement, on a besoin d'infirmières. On a mis un quota de 1000 infirmières à recruter. Ceci dit, si on creuse un petit peu dans les conditions d'admission dans ce programme-là, on va voir que ces personnes-là qui sont déjà infirmières dans leur pays d'origine, avec leur expérience, leur background, tout le parcours académique et professionnel qu'ils portent, quand ils seront recrutés, malgré qu'ils sont déjà infirmières, ils vont arriver ici en tant qu'étudiantes. Et dans un programme soi-disant de formation d'appoint ou formation complémentaire, pendant leurs études ici en tant qu'étudiantes, c'est sûr qu'il y a des aides et des allocations qui sont annoncées, et ce n'est pas mauvais. Mais c'est sûr qu'il faut mettre en place aussi l'idée que ces personnes-là vont travailler comme préposées aux bénéficiaires entre-temps. Donc, ça, ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas une lecture, ça, c'est ce qui est écrit dans l'opération main-d'œuvre. Le ministère du Travail et le ministère des Migrations ensemble, vu que c'est le même ministre, donc ils ont lancé déjà des journées internationales de recrutement. Plus que 300 infirmières étaient recrutées. Je pense qu'ils ont sélectionné une liste de 5 pays où est-ce que, soi-disant, le système est proche parce qu'il y a quand même une éducation francophone qui est donnée. Puis, il y a une deuxième liste d'autres pays pour aller chercher les autres 600 et plus manquants. Donc là, j'aimerais bien entendre les représentants, que ce soit M. Maxime ou Jennifer, qui ont parlé au premier, par rapport à ce qu'ils pensent de ce recrutement d'infirmières qui seront préposées en attendant qu'ils complètent leur formation, sachant qu'ils ont déjà leur brevet et ils sont recrutés déjà comme infirmières. Et merci beaucoup. Il y a déjà une problématique, même avant la petite crise avec la crise sanitaire de professionnels de la santé. Il y a déjà une énorme problématique dans laquelle on se retrouve. Il y a de la difficulté au Québec de reconnaître les acquis. Il y a même, je me rappelle, lorsque j'écoutais la radio au début de la pandémie, on cherchait beaucoup de gens pour aider dans le système de santé, que ce soit au niveau des préposés, des aides de service ou peu importe, de plutôt se prononcer afin de pouvoir aider. Première chose, le site Internet, plusieurs personnes ont appliqué et ne se sont jamais fait appeler. Donc, ça, c'est une faille dans le système de santé. Deuxième chose, il y a aussi à la radio une personne qui a téléphoné et c'est un Français ou un Suisse, je ne me rappelle plus exactement, qui, techniquement, les acquis seraient reconnus tout de suite, mais que ça fait déjà plus de 3 ans qu'il attend afin d'avoir son permis. Donc, il travaille en ce moment, pendant le temps d'acceptation, il travaillait comme préposé. Donc, mais pourtant, c'était quelqu'un qui avait de l'expérience aux soins intensifs dans les plus gros hôpitaux de son pays et c'est quelqu'un qui aurait pu être un atout dans le système de santé, étant donné que beaucoup de personnes atteintes de la COVID se retrouvaient dans les soins intensifs. Donc, et d'où le manque de personnel aussi. Donc, c'est la deuxième problématique aussi, c'est le délai d'attente dans la reconnaissance des acquis. Pour en venir finalement avec ces 1000 infirmières qui vont venir ici. Bon, c'est sûr que moi, je n'ai pas vraiment de problématique. J'ai déjà donné le cours de mise à niveau, qui est quand même très adapté. Les cours, c'est 6 à 9 mois maximum. C'est très rapide aussi, donc si on n'a pas les connaissances déjà de base, c'est sûr que ça va être difficile. Donc, c'est avec les connaissances de base nécessaires. C'est une formation qui est tout simplement nécessaire, tout simplement pour voir comment le système de santé fonctionne ici. La petite problématique peut-être qui peut se poser, je crois qu'au lieu de les faire travailler comme préposés, peuvent très bien les faire travailler comme étudiantes infirmières, donc on appelle externes. Puis ça peut justement être justement dans leur champ d'expertise, qui peut être, oui, qui va être limité en attendant la délivrance du permis, mais au moins ce sera dans leur champ d'expertise. Et mon autre problématique, c'est que en ce moment,
je ne suis pas sûre, je ne peux pas dire à 100%, mais je ne suis pas sûre qu'en ce moment, le gros problème vient du manque de préposés vu le projet qui a été mis en place au début de la pandémie. Donc, effectivement, ce serait beaucoup plus adapté de mettre des efforts et de mettre des gens venus d'ailleurs en étant des étudiants infirmiers et infirmières à la place d'être des préposés parce que moi, personnellement, je le sais, je connais beaucoup de personnes qui travaillent en CHSLD et il y a énormément de préposés. Le nombre de préposés a presque doublé en CHSLD. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils n'en ont pas besoin, mais je suis en train de plutôt mentionner que les efforts ont été mis, c'est correct, mais il faut aller au prochain niveau. Donc, il faudrait essayer, étant donné l'exode d'infirmières dans le système public, il faudrait justement essayer de mettre nos efforts pour pouvoir être capable d'avoir des gens qui peuvent aider directement les infirmières, parce qu'on le veuille ou pas, oui, les préposés sont nécessaires, mais s'il n'y a pas de préposés sur une unité, on va tourner les coins ronds sur les soins de base, mais les infirmières vont quand même amener les plateaux, les patients vont manger pareil. Donc, puis comme je dis, c'est tout à fait pas pour diminuer la tâche, mais c'est juste que quand il manque d'infirmières, c'est du temps supplémentaire obligatoire, ou on augmente la charge de travail, ce qui augmente le risque lors du travail, le risque d'erreur. Donc, je crois que les efforts devraient être mis maintenant vers les infirmières et les infirmières auxiliaires afin de pouvoir aider et diminuer la charge. Même en ce moment, il y a encore des gens qui attendent d'avoir leur permis, qui sont au Québec déjà, mais pourtant, on n'accélère pas le processus d'obtention du permis, que je trouve en tout cas, je suis très outrée par rapport à cette situation-ci. Je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps encore alors qu'on se plaint qu'il manque d'infirmières. Au lieu de mettre l'effort sur, on va essayer de se dépêcher pour essayer peut-être d'augmenter le nombre de personnes qui graduent, pourquoi pas s'occuper des gens qui sont déjà là, qui sont prêts à travailler maintenant, au lieu d'augmenter le nombre de personnes à la porte d'entrée vers l'école. Donc, c'est un petit peu mon point de vue sur le Merci beaucoup. Si vous me permettez, juste une petite réplique parce que je salue vraiment la réflexion que Jennifer a donnée dans le sens que ce n'est pas vraiment une priorité, dans le sens que ce n'est pas pour dire qu'un métier vaut plus ou moins qu'un métier, mais c'est sûr qu'un infirmier ou une infirmière il a fait des études donc pour être embauché comme infirmier et pas pour être préposé et vice-versa. Ceci dit, il y a une dimension de déqualification qui s'impose pour une personne qui est qualifiée, qui est recrutée par rapport à un profil académique et professionnel dans l'expérience et les acquis et les compétences qu'elle a cette personne-là. Puis elle se trouve dans une dynamique, que ce soit à travailler dans une autre hiérarchie, dans un autre poste pour lequel c'est sûr qu'elle ne serait pas rémunérée de la même façon, ou d'aller intégrer d'autres domaines dans lesquels elle va aller chercher à payer son loyer, son transport et ses dépenses de tous les jours. Donc, on a parlé longtemps de la reconnaissance des acquis et des diplômes, juste pour mentionner qu'il y a un accord particulier avec la France, et donc à ne pas comparer aucunement avec les autres pays. Donc, la France, elle a une entente particulière avec le Québec, dont il y a une reconnaissance mutuelle des diplômes, et ça ne s'applique pas aux autres pays. Les Français, quand ils arrivent, Françaises et Français, ils ont déjà une autre procédure, et ils ne passent pas à travers la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, c'est un enjeu qui implique d'autres acteurs, dont, par exemple, les ordres professionnels, mais aussi et surtout les universités. Donc, qu'une université, elle reconnaît vos compétences uniquement et exclusivement si vous êtes inscrit dans un programme. Donc, on ne parle pas de reconnaissance dans le sens qu'on va donner, par exemple, l'équivalence comme ça se fait dans d'autres pays. Donc, juste à rectifier cette information-là et à rappeler que nous, donc, nous sommes en train de mener ce projet-là, nous sommes en train de faire une étude et puis il y aura d'autres activités, il y aura quand même des pistes d'action et je vous invite à visiter le site et nous sommes très ouvertes à échanger avec vous et à planifier probablement des actions ensemble. Merci d'avoir amené ce point très important là qui est aussi la dimension de l'intersection. Alors il y a la racisation, le genre, mais aussi le statut migratoire, là, puis quand ça intersecte tout ça, si vous me passez le néologisme, bon, voilà, ça peut être effectivement des parcours de combattantes. Catherine, je ne sais pas si c'était une vieille main, comme on dit dans le nouveau jargon des réunions Zoom, ou si c'était une question complémentaire.
Alors, ça semble être plutôt une vieille main. Merci à toutes et tous pour votre, avant tout nos panélistes d'aujourd'hui, mais aussi les personnes qui ont contribué également dans le troisième temps de la rencontre, et puis toutes les personnes présentes plus largement. Alors, il y a notre prochain séminaire, Le rythme s'accélère, c'est mardi prochain. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine pour de nouvelles réflexions ensemble. Merci donc encore à Maxime et Jennifer. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine si vous êtes disponibles et intéressés, toutes et tous, tous et toutes. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.